Bienvenue sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Fournier, gérante de la société Espace Propreté. Bonjour Muriel. Bonjour Charlène. Merci beaucoup Muriel d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Donc l'entreprise Espace Propreté, le partenaire de votre bien-être au travail, est spécialisée dans le nettoyage des bureaux et des locaux professionnels à Montpellier. L'entreprise a été fondée en 1998 et Muriel, c'est en 2017 que tu rachètes l'entreprise et que tu y opères une véritable transformation. Tu reçois d'ailleurs de nombreuses distinctions qui viennent souligner tes actions, avec notamment en 2017 le premier laurier d'or René Maury du Davos des PME pour ton management humaniste, en 2021 le prix Entrepreneur responsable du concours Artinovars 2020 pour ton implication auprès de tes parties prenantes et du monde économique local, en 2022, le prix ERE34, pilier engagement sociétal de la CPME Hérault. En 2023, une récompense de la Fédération des entreprises de propreté pour ton engagement exemplaire envers la RSE et les pratiques RH de l'entreprise. Et en 2024, c'est la Cité de la RSE qui te décerne le prix de performance globale pour souligner la qualité de société à mission et l'application globale des 4 piliers de la RSE dans la stratégie de l'entreprise. Parce que oui, aujourd'hui, Espace Propreté, c'est la première société à mission du secteur du nettoyage en France. Alors la première question qui me vient Muriel, c'est qu'est-ce qui t'a motivé en 2017 à racheter l'entreprise ? En fait, en 2016 pour être exact, j'étais salariée et je me retrouve dans une situation que grand nombre de salariés malheureusement connaissent. C'est une entreprise qui décide de faire un plan social. Donc voilà, il faut que je me reconvertisse. Et la réflexion se pose, il y a un cabinet de reconversion qui est mis en place, enfin un certain nombre de choses qui sont mises en place pour m'accompagner dans ma reconversion. Et donc là, j'ai exploré différentes pistes. Une piste qui me titillait depuis très longtemps, c'était celle de devenir chef d'entreprise. Et j'avais pas eu le courage jusqu'alors de franchir le pas. Et là, la vie m'a poussée, pas le choix. Et alors, pourquoi une reprise et pas une création ? Donc, il y a eu aussi une grosse réflexion par rapport à ça. Quand on est créateur d'entreprise, il faut être un super bon commercial, il faut avoir une super idée. Et on démarre tout petit, on n'a pas besoin d'être un super bon manager au démarrage d'une entreprise. Cependant, ma compétence à moi, c'était le management. Et l'aspect commercial, c'était pas trop mon truc. Moi, j'étais plutôt une éleveuse de clients et pas une chasseuse de clients. J'avais géré un service administration des ventes où j'avais l'habitude de faire grossir le panier moyen, mais convaincre des gens d'acheter mon produit, j'avais jamais fait. Et surtout, j'avais pas d'idée. Je me disais pas, tel produit, tel service me donne envie de monter quelque chose, de créer une offre, etc. Donc, T'as pas eu de révélation finalement Pas de révélation, ouais, voilà. Il n'y avait pas de choses qui me faisaient me lever le matin avec un rêve absolu. Donc, le choix s'est porté vers le côté reprise d'entreprise. Parce que la reprise d'entreprise, c'est justement la possibilité de mettre les compétences que j'avais moi au service de mon projet. Puisque quand on est repreneur d'entreprise, il faut avant tout être un éleveur de clients, parce que déjà, il faut capitaliser sur les clients qui sont déjà présents dans l'entreprise. Oui, puisque tu rachètes l'entreprise, ses clients, ses salariés, mais aussi ses clients. Évidemment, donc il faut que des clients historiques de l'entreprise aient envie de me faire confiance, et ça, je savais faire. Il faut manager des équipes, et ça, je savais faire. Donc en fait, ça permettait de mettre mes atouts en priorité, et de donner plus de succès au fait de devenir chef d'entreprise par ce biais-là. D'accord. C'est comme ça que l'idée de la reprise est arrivée. Ok, donc l'idée de la reprise est arrivée. Donc là, tu t'es mis en route pour reprendre l'entreprise. Pourquoi une société de nettoyage ? Alors, c'est pas le secteur d'activité qui m'a séduite. Ce qui m'a séduite en premier chef, c'est le chef d'entreprise avant moi qui gérait cette entreprise-là. C'est vraiment une rencontre. Il y a une vraie dans l'histoire de la reprise d'Espace Propreté, il y a une forme de filiation, de transmission presque père-fille entre nous parce qu'il y a eu vraiment Michel était en âge de partir à la retraite. Sa femme était un petit peu plus jeune, il lui restait encore quelques années à travailler, mais elle n'avait plus l'envie, elle, de continuer avec l'entreprise. Et du coup, ils ont vraiment transmis comme s'ils avaient transmis à leurs enfants. Leurs enfants n'avaient pas envie de reprendre.
Et en fait, je me suis trouvée là au bon moment, au bon endroit. J'ai été présentée par leur fils d'ailleurs, donc ça, je pense, ça a joué aussi. Et il s'est vraiment créé un lien affectif fort entre nous, parce qu'on avait des valeurs communes. On a énormément parlé du positionnement qu'on avait en tant que chef d'entreprise, des valeurs managériales, de la valeur travail. Voilà, toutes ces choses-là, le respect des salariés. Il y a énormément de choses sur ces sujets-là, en fait, où en fait, on était vraiment raccord, on était déjà proches sur ça. Et en fait, ils ne le savaient pas, mais les anciens gérants faisaient déjà de la RSE, puisqu'ils m'ont pas choisi pour la somme d'argent que je pouvais mettre sur la table, mais parce que d'autres ont proposé plus d'argent que moi. Mais ils m'ont choisi parce qu'en fait, il y avait une continuité logique dans tout le volet social qu'ils avaient déjà mis en place dans l'entreprise, vis-à-vis du respect des salariés, vis-à-vis du respect de ce métier. C'est un métier qui n'est pas un métier passion pour beaucoup de gens. C'est un métier alimentaire. Oui, souvent c'est un métier alimentaire, c'est un métier de primo arrivant sur le sol français. Souvent pour beaucoup de gens, ça va être le premier métier qu'ils font quand ils arrivent en France, qui viennent juste d'avoir des papiers pour pouvoir travailler. C'est un métier qui est facile d'accès, et de fait, c'est un métier avec des gens qui apprennent le mode de fonctionnement de la France. Et du coup, ces personnes-là ont souvent besoin qu'on leur explique, au démarrage, en tout cas quand ils arrivent, par exemple, que quand on a un arrêt maladie, il faut s'arrêter de travailler le jour de l'arrêt maladie. Et pas 3 jours après. Ça paraît simple. Il faut envoyer l'arrêt maladie aussi à la sécurité sociale, qu'on a le droit de prendre des vacances, qu'il y a des règles dans le code du travail et qu'on va les respecter, que chez nous, ils se feront pas arnaquer. Voilà, enfin, toutes ces choses-là. Et c'était vraiment quelque chose de très fort, en fait, à l'époque, chez Espace Propreté, avant même la reprise de l'entreprise. Donc finalement, tu rachètes l'entreprise... le secteur d'activité devient secondaire. Ça a son importance quand même, mais tu rachètes avant tout. Bon, il y a le projet de rachat, puis tu rachètes à un homme, finalement, un couple d'entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que toi, avec qui vous vous rejoignez dans la façon de penser, la façon de projeter l'entreprise et le métier de chef d'entreprise. Complètement. Le métier de chef d'entreprise et aussi la notion... Le rôle de l'argent là-dedans, en fait. Le rôle de l'argent dans une entreprise, on s'en parle pas souvent, finalement. C'est vrai. Le rôle de l'argent dans une entreprise, en tout cas dans la mienne, le rôle de l'argent, c'est de nous nourrir, de nous faire vivre. Moi, parce que c'est mon entreprise, mais aussi l'ensemble de mes salariés. Et le rôle de l'argent dans mon entreprise, et c'était déjà le cas à l'époque, il n'est pas d'engraisser le chef d'entreprise. Ou de faire des investissements qui engraisseront le chef d'entreprise plus tard, en fait. Et c'était déjà comme ça, eux, qui géraient Espace Propreté. Ce côté mesuré, finalement, parce que c'est de la mesure, je mesure... C'est de la mesure, mais c'est aussi du partage de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis propriétaire de l'entreprise, et c'est pas parce qu'ils étaient propriétaires, eux, de l'entreprise, que pour autant, la valeur générée par l'entreprise appartient au seul détenteur des titres de l'entreprise. C'est une valeur partagée avec tous les collaborateurs. Exactement. Et cette logique, elle se fait quand déjà on se dit que on revalorise le montant des heures sup. Nous, par exemple, on a mis en place les tickets resto, là, récemment. On est dans cette logique-là, de se dire qu'en fait, si l'entreprise, elle est florissante, c'est pas que dans ma poche que le côté florissant doit aller, mais ça doit se partager avec l'ensemble des collaborateurs, parce qu'ils ont tous fourni un effort. Et finalement, l'entreprise est un objet social. C'est une des pierres qui régissent nos sociétés humaines, en fait, la société, ou la cité dans le côté grec du terme, avec le côté citoyen derrière, et c'est un acte de citoyenneté, une entreprise. Et chacun d'entre nous a son rôle dans l'entreprise pour que cette entreprise, elle continue à apporter de la valeur dans son écosystème. Et il ne faut pas que qui que ce soit vampirise l'entreprise, ni le chef d'entreprise, ni des fois les salariés, parce que c'est aussi ce qui arrive dans certains modèles, où on se rend compte que les salariés, à force de négocier des avantages toujours plus extravagants, ils finissent par scier la branche sur laquelle ils sont, en fait. Et donc là, c'est aussi, dans ces cas-là, pour moi, c'est vampirisé finalement par les salariés. Le juste équilibre d'une entreprise, à mon sens, c'est quand son objet social, il est vraiment là,
et il joue vraiment son rôle, c'est-à-dire celui de nourrir l'ensemble des gens qui travaillent dedans. C'est une vision qui est très intéressante et qui est assez différente de la vision de beaucoup de chefs d'entreprise quand on discute avec d'autres chefs d'entreprise. Est-ce que cette vision et toutes les conséquences, dans le bon sens du terme, que ça amène dans l'entreprise, c'est influencé par la RSE et par les fameux 3 piliers de la RSE, ou c'est finalement quelque chose qui est inscrit en toi déjà dans ta conception même de l'entrepreneuriat, de du partage de la valeur, ou un peu des deux peut-être? Ouais, je pense que 2 choses s'influencent l'une l'autre. J'étais déjà dans cette réflexion-là il y a 7 ans, quand j'ai repris Espace Propreté, mais j'étais pas capable de l'expliquer comme je l'explique maintenant, parce que je l'avais pas théorisé. Il y a des choses que je faisais un peu de manière un peu intuitive, sans avoir forcément mis des mots et des concepts dessus, et c'est avec le temps et la réflexion de pourquoi est-ce que je fais les choses de cette manière-là, que du coup les choses se sont décantées et que maintenant je suis capable de les expliquer comme je les explique, comme j'explique. C'est pas au départ, j'ai pas mis en place une théorie qu'ensuite j'ai appliquée, en fait, c'est plus... il y a un côté... où on teste, c'est l'intuition, et puis le fait d'avoir testé le terrain. Il y a une chose par contre dont j'étais déjà parfaitement sûre quand j'étais salariée, pour avoir été toujours manager, j'ai eu que des postes de manager, c'est qu'en fait l'humain ça s'entretient. Et on fait pas suffisamment de maintenance préventive sur l'être humain. Je m'explique. Moi, à la base, je suis ingénieur de formation. Mon premier poste, j'étais responsable d'une usine. Je gérais une imprimerie sur Nîmes. Tous les lundis matins, il y avait certaines machines, notamment la machine principale, la machine d'impression, qui était arrêtée. Il y avait 8 heures de maintenance tous les lundis matins sur la machine principale de l'usine. Et ces 8 heures de maintenance, ça paraissait logique à absolument tout le monde qu'on arrête la machine principale de l'entreprise, celle qui nous faisait gagner le plus d'argent, pour lui faire 8 heures d'affilée de maintenance. 2 personnes à temps plein, une journée, 8 heures d'affilée, c'est un temps très long pour venir graisser les petits boulons qui vont bien, changer telle ou telle pièce parce qu'en fait c'est des pièces qu'il faut changer au bout d'un certain nombre de tours, venir rajouter le niveau d'huile, voilà. Il y avait tout ça pendant 8 heures. Et en fait, à côté de ça, on se dit que sur les êtres humains, ils devraient fonctionner 35 heures par semaine, naturellement, sans qu'il y ait un peu de maintenance qui soit faite. Donc de la même manière, je me suis toujours rendu compte qu'en management, il y a des temps qu'il faut accepter, qui sont des temps dans lesquels les gens ne sont pas productifs, mais qui sont des temps de maintenance. C'est des temps pendant lesquels on va faire, on va recadrer, c'est des temps pendant lesquels on va expliquer, on va former, on va se détendre, on va créer du lien. Et tous ces temps-là, on les oublie. Et ça revient un petit peu quand même sur l'actualité, ce sujet-là. Oui, avec le côté qualité de vie au travail, qualité de vie et des conditions de travail, QVCT. On a été obligé de mettre des concepts barbares, en fait, sur des choses qui devraient être hyper naturelles et qui sont nécessaires, en fait. Il faut comprendre que dans la globalité, il y a besoin, sur une semaine de travail, il y a besoin d'avoir des temps un peu différents. Alors, pas forcément chaque semaine. C'est des choses... Oui, il faut trouver un équilibre. Trouver un équilibre. Et il y a des choses, en fait, qui permettent des petites choses. Je parlais des tickets resto tout à l'heure. Le ticket resto, c'est une petite chose qui permet d'apporter un peu de plus à l'ordinaire, en fait. Qui permet d'envisager pour certaines personnes qui ne vont pas régulièrement au restaurant, peut-être de se payer 1 ou 2 restos dans le mois, parce que ces tickets resto... leur permettre ça, en fait. Et c'est une manière aussi de faire cette maintenance préventive, finalement, sur l'être humain, en fait. Oui, donc le capital humain, en tout cas dans ce que tu dis, dans ce que je comprends, c'est un capital qui est extrêmement important pour toi et dont tu veux prendre soin, en tout cas au quotidien, dans le cadre du travail, auprès de tes collaborateurs. Le travail n'a pas de sens. À quoi ça sert de travailler si on oublie l'humain ? À un moment donné, si on enlève la dimension de l'argent, je veux dire, c'est le hamster dans la roue. On fait des choses bêtement par répétition. Le seul intérêt de travailler, finalement, c'est de gagner sa vie pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, et pas l'inverse, en fait. Et il ne faut pas mettre l'argent, l'économie en domination sur le reste.
parce que dans ces cas-là, on oublie l'humain. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens que d'envisager d'exercer n'importe quelle activité si c'est pas au service de l'humain. Surtout dans un secteur d'activité où, le secteur du nettoyage, tu disais tout à l'heure, c'est un secteur qui est déjà un marché qui est très compétitif, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, des gros acteurs, et aussi beaucoup de petits acteurs, c'est-à-dire des indépendants qui sont en auto-entreprise et qui font ça de leur côté, mais qui viennent du coup renforcer la compétition sur le marché. Et sur un secteur d'activité où la propreté en elle-même, ce secteur du nettoyage, c'est des métiers qui sont quand même difficiles, qui sont ingrats, puisque pas forcément reconnus par les clients. Donc, comment tu arrives à faire ce lien entre cette vision-là et où tu veux pas que finalement ce soit, comme tu disais, les hamsters qui tournent dans la roue, et arriver à faire le lien en le faisant sur un marché qui est celui qui est là, sur une secteur d'activité assez particulier. Quand on est dans un secteur compétitif, moi je trouve que c'est une chance. Un secteur compétitif, ça veut dire qu'il y a un marché, que derrière, il y a un potentiel de clients, et que ce potentiel de clients, ils sont nombreux, ils sont variés, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Ça veut dire que là-dedans, il y a possibilité, sans de très gros efforts, de tirer son épingle du jeu, juste en proposant une offre qui correspond à certains d'entre eux. Moi, j'ai pas l'ambition de servir tout le monde. J'ai l'ambition de bien servir ceux qui sont dans ma cible, ceux qui sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Donc déjà, ça réduit le marché et ça rend les choses accessibles. Le fait que ça soit un travail, un métier peu reconnu, un métier même ingrat, juste pour petit détail, par exemple, c'est un des rares métiers où on va s'attacher aux 5% qui n'ont pas été réalisés comme il faut, et pas aux 95% qui ont été faits conformément au cahier des charges. On va voir la petite poussière qui reste, et pas toute la pièce qui est déjà qui nettoyée. Est nickel. Ouais. Alors que dans la plupart des autres métiers, c'est exactement l'inverse. Quand la personne qui vient installer le photocopieur installe le photocopieur, on va trouver 95% de tout ce qu'il a fait de super bien, et on va dire, bon, c'est vrai que les cartons, il les a pas jetés en partant, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un détail. Ouais, sauf que... C'est parce que ça se voit qu'on a cette réaction-là de dire... la propreté, ça se voit. C'est-à-dire que quand c'est propre, on le voit, et quand c'est pas propre, on le voit aussi. Est-ce que la poussière qui va rester, c'est parce que c'est un travail où le résultat est visible, que finalement, le client va se dire, regardez, il reste une poussière, ça va pas du tout. J'allais dire l'inverse, c'est parce qu'il se voit pas. C'est parce qu'en fait, on ne voit pas les gens qui font ce métier-là. Parce qu'on voit pas les gens, on voit le résultat, mais on voit pas les gens. Et ouais, je suis certaine que les gens qui travaillent dans les espaces verts, il n'y a pas cette notion-là, en fait. Je pense que quand on voit parce qu'il y a aussi le avant-après de quelqu'un qui taille des espaces verts, qui va venir intervenir dans les espaces verts. On a l'avant-après. Avant, la pelouse, elle n'était pas tondue. Après, elle est tondue. Tout à fait. Sauf que celui qui est dans les espaces verts, on le voit faire. On voit la sueur et le temps qu'il y a mis. On voit l'énergie. On voit le matériel. On voit que ça fait pro. Il a débarqué avec le camion, le matériel, etc. Sans stigmatiser ce marché-là, que je connais très peu. Mais... La différence, c'est que l'agent d'entretien, on le voit pas. Et donc, du coup, on ne s'attache qu'au résultat. Le gars du photocopieur, on le voit. Il est sympa. On lui a même offert un café, peut-être. L'agent d'entretien, on ne sait pas qui c'est. Des fois, on n'a même pas son prénom. Des fois, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Oui, puisqu'il vient soit tôt le matin, soit tard le soir. Et ouais, et en plus, c'est assez marrant parce que dans la tête de beaucoup de gens, c'est forcément une femme qui a fait le ménage dans leurs locaux. Alors que, non, il y a quand même énormément d'hommes qui font ce métier-là aussi. Toi, au sein de tes collaborateurs Moi, alors, en nombre d'heures, on est à peu près à moitié-moitié. Donc, autant de femmes que d'hommes. En nombre d'heures travaillées. Ouais. Par contre, en nombre de personnes, il y a plus de femmes que d'hommes parce que beaucoup d'hommes souhaitent faire du 35 heures, du temps plein. Et beaucoup de femmes, pour des convenances sociétales, ce sera peut-être l'objet d'un autre sujet, parce que c'est dans mes convictions là-dessus, pour moi il y a encore beaucoup de travail à faire, mais dans le fonctionnement de notre société aujourd'hui, beaucoup de femmes sont encore enclins à préférer du temps partiel, parce que c'est elles qui ont la charge de la famille, des enfants, etc. Oui, donc, mais en nombre d'heures, on est à peu près pareil en fait. Oui, donc finalement, le temps passé, je peux autant voir un homme qu'une femme. Tu peux autant pas voir. Pas voir, oui, plutôt. Un homme qu'une femme. Et pour moi, c'est bien là que réside le problème. Et aujourd'hui... Le fait que ce soit pas visible, enfin que les gens
ne soient pas visibles. Je pense. Les travailleurs ne soient pas visibles. Je pense. Ouais. Ça crée des distorsions à plein de niveaux. La première, c'est au niveau de la perception de qualité. Aujourd'hui, il y a un énorme travail qui est fait par notre fédération, la Fédération des entreprises de propreté, et la branche pour promouvoir ce qu'on appelle le travail en journée. C'est-à-dire expliquer à nos clients qu'on peut tout à fait nettoyer leurs locaux en présence de leurs salariés et que ça ne va pas venir déranger outre mesure le fait de faire leur métier. Ça va dépendre du métier, évidemment. J'imagine pas nettoyer le cabinet du dentiste pendant qu'il exerce. Les métiers de bureau. Sur un métier de bureau, on peut tout à fait envisager de le faire en journée. C'est le cas chez certains de nos clients. Et quand on discute avec les clients, qu'on leur demande leur niveau de satisfaction, les clients qui connaissent nos salariés, chez qui on fait le travail en journée, sont globalement beaucoup plus satisfaits de la qualité des prestations que les autres. Parce qu'ils ont finalement créé une relation avec ils ont vu, en tout cas, tes équipes intervenir. Et ils ont potentiellement créé une relation, alors plus ou moins proche, mais en tout cas, ne serait-ce que le bonjour, au revoir. Et le fait d'avoir créé cette relation, c'est exactement ça. Et le fait d'avoir créé cette relation, ça va avoir deux effets. Le premier, c'est que les usagers des bureaux, ils vont être plus respectueux de l'état de propreté. Ils vont moins salir. Ou alors, du moins, ils vont nettoyer après leur passage. S'ils mettent un papier dans la poubelle et qu'ils ratent la poubelle, ils vont pas laisser le papier à côté. Ils vont systématiquement le mettre dans la poubelle parce que sinon, ils vont devoir croiser le regard de l'agent d'entretien dans 2-3 heures qui est obligé de se baisser pour récupérer le papier. Et je mange un croissant, j'enlève les miettes. Parce que... Ce qu'on fait chez soi, en fait. Exactement. Et inversement, l'agent d'entretien va avoir aussi un côté chouchoutage. Parce que comme il connaît les personnes dont il nettoie les bureaux, il va savoir que dans ce bureau-là, la personne qui travaille là, elle a l'habitude de laisser sa tasse sur le bord du bureau et que ça lui fait plaisir qu'on lui nettoie sa tasse. C'est pas dans le cahier des charges. Mais l'agent va le faire parce qu'il y a une relation qui s'est créée. Exactement. Et donc finalement, ça sert, in fine, si on tire le fil jusqu'au bout, l'entreprise et sa croissance, puisque des clients qui sont chouchoutés, c'est des clients qui vont peut-être faire perdurer la relation plus longtemps et donc plus de chiffre d'affaires, ou qui vont recommander l'entreprise ou l'agent d'entretien à leurs collègues d'à côté parce qu'ils sont satisfaits. Donc finalement, le travail en journée est aussi créateur de valeur pour l'entreprise. C'est créateur de valeur et aussi c'est créateur de bien-être pour le salarié, puisqu'il n'est plus obligé de décaler ses horaires de travail. Il n'est plus obligé de se lever à des heures très tôt, il n'est plus obligé de s'organiser. Il faut se dire que, par exemple, une femme seule avec des enfants, travailler en horaire décalé, c'est juste un casse-tête pour faire garder ses gamins. Et que malheureusement, c'est souvent ces femmes-là qui font ces boulots-là parce qu'elles ont besoin de remplir le frigo et qu'elles sont dans des situations extrêmes. Et je me pose même la question de la responsabilité des entreprises quand ces femmes-là sont obligées de laisser des enfants dans leur maison, seules, parce qu'elles doivent aller remplir le frigo, en fait. Et je me dis que c'est l'entreprise, mais aussi l'ensemble de notre société, pour moi, qui est responsable. Une notion sociétale, c'est même pas que l'entreprise en elle-même, le monde du travail, mais ça va au-delà. Et tu as dit quelque chose, tu parles de bien-être. Espace Propreté, c'est le partenaire de votre bien-être au travail. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? En fait, le constat que j'ai pu faire, moi, en discutant avec nos clients, c'est qu'en fait, c'est bien beau de payer des team building à des prix de folie, de mettre un super baby-foot. Mais le premier vecteur qui fait qu'on n'est pas bien à son boulot, c'est quand on ne peut pas aller aux toilettes. C'est quand les toilettes sont sales. L'autre jour, je faisais un devis et puis il y avait l'aide comptable qui a osé exprimer que certaines fois, elle n'osait pas aller aux toilettes de la journée. Ah oui. Donc là, c'était en prospection. Je faisais un devis parce qu'ils voulaient changer d'entreprise de nettoyage. Et en fait, ce mal-être au travail, de ne pas pouvoir aller aux toilettes, de ne pas être en confiance, de pas oser utiliser le micro-ondes dans les locaux de l'entreprise. Parce que c'est tellement sale. Parce que c'est sale, parce que le dirigeant a peut-être négligé le fait de prendre une entreprise sérieuse ou à pas modifier le cahier des charges au fur et à mesure du nombre de salariés qui s'ajoutaient à son entreprise. Et bien en fait, ça va être un vrai vecteur de mal-être au travail pour ses collaborateurs. Et une manière hyper facile de venir rapporter des choses positives, ça va être de mettre en place une entreprise de nettoyage qui soit sérieuse, qui fasse bien sa prestation,
dont l'équipe contrôle régulièrement que les choses sont bien faites, que le cahier des charges est tenu, et qui aussi va être en capacité de proposer d'adapter le cahier des charges à la taille de l'entreprise. Parce que quand on a 10 salariés, la fréquence de nettoyage, elle n'est pas la même que quand on en a 50. Bien sûr, tout à fait. Tu me dis tout à fait, je te promets que dans certaines entreprises, c'est pas le cas. Ah oui. Il y a des entreprises où on me dit encore, mais si vous venez qu'une fois par semaine, ça peut suffire. Mais quand moi je vois le nombre de salariés qui sont présents dans l'entreprise, pour moi c'est des économies de bout de chandelle. C'est de l'économie, c'est du gagne petit, parce que ce qui va être gagné sur la prestation de nettoyage en termes d'argent à ce moment-là, et bien en fait c'est perdu 100 fois quand tu as du turnover, quand tu as des salariés qui sont stressés par ça, quand c'est un sujet en CSE. Quand c'est un sujet, et puis même ça entache du coup l'image de l'entreprise, parce que les salariés sont aussi porteurs de l'image de l'entreprise, et c'est le salarié qui va dire à son ami, à sa cousine, à son voisin, l'entreprise pour laquelle je bosse, elle est crade, quoi, c'est sale. C'est ça. Et puis aussi, ça participe au côté, si c'est sale, est-ce que j'entretiens bien mon bureau? Est-ce que je range mon bureau? Est-ce que je suis respectueux du mobilier? Est-ce que je suis respectueux du véhicule qu'on me laisse comment je me comporte? On dit le sale attire le sale, le propre attire le propre. Comment je me comporte dans un environnement où mon patron, il n'est pas prêt à mettre un peu d'argent dans de bonnes conditions d'hygiène des locaux, en fait. Finalement, l'intervention de tes équipes, et toi en tant qu'entreprise de nettoyage, va toucher j'ai l'impression que ça touche au-delà la propreté d'un espace où globalement on aime tous que ce soit propre et que ça sente bon, mais que ça vienne toucher finalement, ça met en lumière les comportements, ça met en lumière la notion de respect d'autrui. Ça va au-delà, j'ai l'impression, de juste j'ai nettoyé, c'est propre, quoi. Oui, complètement. Et ces choses-là ne peuvent pas être compensées par un super week-end à Majorque, un super week-end dans un château avec toute l'équipe, ou un super baby-foot, machin. Tu fais un week-end de folie avec tes équipes, il va y avoir cet effet où tout le monde pendant le week-end est remotivé, c'est génial, pump it up, le patron c'est super, je suis hyper fière de bosser pour ma boîte, machin. Tu reviens le lundi matin, les toilettes sont sales, tu re-rentres dans le marasme que tu avais avant de partir faire ton super week-end de team building, en fait. Donc tout l'argent que le patron aura mis pour cet événement-là, et Dieu sait que ça peut coûter très cher ces choses-là, et bien en fait, ça disparaît dans la première heure de travail. Alors qu'une partie de cet argent serait allouée à faire en sorte que ta prestation de nettoyage, elle soit correcte tout le long de l'année, en réalité, ce serait vachement plus gagnant pour l'employeur. Ça fait gagner de l'argent. En fait, il faut voir les prestations de nettoyage pas comme une charge, mais comme un investissement. Un investissement, oui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, le voient encore comme une charge, plus qu'un investissement, où tu sens que la tendance est en train quand même de s'inverser. Les gens commencent à comprendre que... Je vais pas être objective, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Espace Propreté sur un positionnement de marché, en fait. Et les clients d'Espace Propreté ont bien compris que c'est un investissement. Et les clients d'Espace Propreté, ça veut pas dire qu'ils dépensent des sommes délirantes. Je suis la première, parfois, à leur déconseiller de rajouter telle ou telle chose dans la prestation, parce qu'à mon sens, je trouve que c'est pas forcément utile. Un exemple très simple, je vais pas conseiller la même fréquence de lavage de vitres pour un opticien qui a besoin d'avoir des vitres propres en permanence, et pour un expert comptable. Oui. Pour une crèche où les enfants vont mettre les doigts sur les vitres, ou même pour une banque où les gens peuvent venir avec leurs enfants, et où de la même manière il peut y avoir les vitres qui sont touchées, ou pour un avocat. Et encore, ça va dépendre, c'est un avocat en droit de la famille peut-être, mais parce qu'en fait ces notions-là, elles sont vachement importantes. On n'a pas en fonction de l'activité de chacun et du type de lieu, les besoins en nettoyage sont pas les mêmes. Quand il y a moins de 10 salariés, nettoyer les toilettes tous les jours, ce serait génial, mais il n'y a pas vraiment de nécessité. Quand il y a 50-60 salariés, pour moi, à un moment donné, c'est pas responsable de la part du chef d'entreprise de vouloir qu'une prestation par semaine. Parce que c'est pas possible, avec autant de salariés, d'avoir les toilettes en situation d'hygiène, ou alors c'est toujours 2-3 salariés de l'entreprise, que tout le monde connaît, mais tout le monde chacun fait comme si on ne savait pas, qui vont faire ce travail-là, pour le bien de tout le monde. Ça crée des crispations, ça crée
Ouais, c'est pas... Finalement, c'est ta connaissance métier, ta technicité à toi, de pouvoir dire à ton client, ben voilà, là, toi, t'es avocat, toi, t'es une banque, toi, t'es une crèche, toi, t'es des bureaux. Ben, en fait, sur telle et telle chose, voilà, moi, je conseille ça. Complètement. D'accord. Moi, je vais pouvoir, si c'est un lieu qui accueille du public ou si c'est un lieu qui n'accueille pas de public, par exemple, quand on nettoie un centre logistique, bah, les salariés qui sont présents au quotidien, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Même s'il y a beaucoup de salariés dans l'entreprise, ils sont peut-être que 4 au bureau. Tous les autres, c'est des personnes qui sont sur la route. Qui sont de passage, ouais. Qui sont de passage. Donc en fait, la nécessité de la propreté, elle n'est pas la même. Quand c'est un endroit qui accueille du public ou qui accueille ses propres clients régulièrement, bah, il y a besoin d'avoir un avocat en droit des affaires, par exemple. Il faut que la salle d'attente à l'accueil, elle reflète la qualité de sérieux de l'avocat. Ouais, idem chez des notaires. Donc on va pas proposer le même niveau de prestation, enfin la même fréquence, le même temps de prestation pour ces métiers-là que pour le logisticien qui reçoit jamais aucun client, qui a besoin que ce soit propre pour des questions purement d'hygiène de ses équipes, point. D'accord. Et du coup, là, espace propreté, où tu veux emmener l'entreprise? Parce que je disais tout à l'heure, t'as transformé, ou en tout cas, t'as révélé le potentiel de l'entreprise ou les valeurs. Et, l'entreprise a été récompensée. J'ai cité plusieurs récompenses tout à l'heure. Société à mission, avec ce palmarès, cette première société à mission de France dans un secteur d'activité. Demain, espace propreté, tu veux l'emmener où? Eh bien, je sais pas. Parce qu'en fait, je ne le déciderai pas toute seule. Dans la réflexion de la société à mission, l'idée, c'est vraiment d'embarquer les collaborateurs dans l'espace propreté de demain. Donc, en fait, c'est des choses qui se construisent petit à petit, au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est un gros questionnement, en fait, qu'il y a auprès des équipes. Globalement, ce qui en ressort pour l'instant, c'est le fait que la taille de l'entreprise, qui est une taille humaine, correspond... C'est 30 collaborateurs, c'est ça? Correspond bien, en fait, aujourd'hui c'est une taille qui convient bien aux équipes aujourd'hui. Je m'interdis pas d'aller chercher un peu plus de marché et du coup de la faire grossir un petit peu, mais de manière très raisonnable. Et après, l'idée aussi, ce serait... sur tout le côté société à mission RSE, peut-être d'aller pousser encore plus les engagements là-dessus et même embarquer beaucoup plus nos parties prenantes en fait sur ces sujets-là. Moi j'aimerais un peu que ça soit une vitrine de ce qu'on peut faire de sympa en RSE. Pourquoi pas un laboratoire aussi pour réfléchir à d'autres manières de faire ce business-là, de faire ce métier-là. Influencer finalement tout un secteur, toute une filière alors c'est une ambition de dingue, hein. Mais d'ailleurs, quand on est société à mission, on doit faire un rapport de mission. Je vous invite à aller voir notre site internet, il y a nos 2 derniers rapports de mission qui sont en ligne, hein, qui sont publiés. Et la dernière phrase, alors je risque de pas la dire tout à fait, mais la dernière phrase des 2 rapports de mission, parce que c'est une phrase moi qui me tient à cœur, c'est de dire qu'une des ambitions d'Espace Propreté, c'est de changer les paradigmes de ce métier. L'idée... Donc finalement, c'est impacter tout un secteur, en tout cas, même si c'est une ambition qui peut paraître... C'est une ambition qui est beaucoup, beaucoup plus grande que nous, hein. Mais c'est parce qu'on vise la Lune qu'on atteint les étoiles. Exactement. Donc voilà, mais en fait, c'est à notre échelle déjà essayer d'influer positivement pour que le regard sur ce métier-là, il évolue et que les clients d'Espace Propreté, déjà, je pense que beaucoup d'entre eux sont embarqués dans cette réflexion-là. Dans cette démarche-là. Maintenant, j'aimerais que ça aille au-delà de nos clients et que ça vienne semer un peu des graines pour pouvoir permettre à l'ensemble des gens qui exercent cette profession d'avoir des conditions de travail qui soient plus dignes, mieux rémunérées, enfin que ça soit pas juste un métier de pas le choix, mais que ça devienne un choix, un métier par choix. Ouais, j'aimerais bien que ça puisse être un métier de vocation. Ça l'est pour certaines personnes, mais ça l'est encore pour trop peu de gens, en fait. Je trouve que ça serait génial qu'on puisse être fier de dire que son enfant est devenu agent d'entretien. Comme aujourd'hui, on peut être fier de dire que son enfant est plombier ou que son enfant est chauffeur routier. C'est des métiers qui, à une période, n'étaient pas forcément très bien vus dans la société et où le regard a énormément évolué sur ces métiers-là. Et j'ai hâte que ça soit le cas aussi pour les métiers de la propreté.
Merci beaucoup Muriel pour nos échanges et la sincérité de tes réponses. J'ai une dernière question pour toi. Allez, Quel est ton chocolat préféré? le chocolat blanc. Le chocolat blanc. C'est pas du vrai chocolat. C'est pas du vrai chocolat. Mais tu as le droit. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient suivre tes actualités, où pouvons-nous te retrouver? Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, celui d'Espace Propreté, ou sur ma page LinkedIn. Je remettrai évidemment tous les liens en description. Merci beaucoup Muriel pour les douceurs que tu nous as partagées aujourd'hui. Et n'oubliez pas les chocolate lovers, mangez, bougez, l'abus de gourmandise peut être dangereux pour la santé. Chocolat et caramel, la décrypte. Dans la relation avec les clients, la notion de qualité de service est importante et influence la durabilité de la relation. La perception de cette qualité est influencée par la vue de son exécution. En effet, si le client n'a pas d'interaction avec les équipes qui exécutent la prestation, c'est-à-dire les équipes de production, sa perception est distordue et amoindrit la notion de qualité de service et les efforts déployés par l'entreprise pour satisfaire le client. La visibilité du travail et la valorisation des équipes qui l'exécutent sont donc créateurs de valeur pour l'entreprise en encourageant une perception plus juste qui participe à construire une relation plus durable et plus rentable avec les clients. Le positionnement des équipes de production dans la relation client peut donc être un vecteur de différenciation fort sur un marché compétitif et apporte encore une valeur supplémentaire pour l'entreprise en valorisant le capital humain de cette dernière. L'entreprise devient alors un projet commun avec des valeurs partagées, un sens donné au travail et dont les bénéfices vont au-delà même des frontières professionnelles. À très bientôt sur Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. On se quitte en musique.